Je m'appelle Moustapha Tossa, je suis journaliste, politologue à Paris. Je suis en France depuis 1987 et je suis issu de l'Institut de formation des journalistes marocains à Rabat. Voilà. Oui, c'est une crise qui a pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps, surtout depuis la reconnaissance américaine de la souveraineté du Maroc sur le Sahara et la signature du traité d'alliance stratégique et militaire entre le Royaume du Maroc, Israël et les Américains. Et donc ce développement, cette évolution dans les relations du Maroc avec son environnement international n'a pas l'air de plaire aux Français, à certains milieux français qui en ont profité pour souffler sur la braise et pour provoquer soulever un certain nombre de questions qui intéressent le Maroc. Et ça a aussi coïncidé avec le fait que Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, avait clairement demandé aux pays européens, notamment la France, de sortir de la zone grise et de ne pas se contenter uniquement de soutenir l'option de l'autonomie sur le Sahara, mais d'admettre et de reconnaître de manière franche, totale, la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Ce que, jusqu'à présent, la France n'a pas encore fait, malgré la visite récente de Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères française. Il ne l'a pas fait et le Maroc attend toujours que cette reconnaissance soit pleinement exprimée. C'est ce qui explique cette divergence stratégique entre Rabat et Paris. Les problèmes des visas, ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. Il y avait une mésentente, une divergence stratégique entre Paris et Rabat, et les Français à l'époque avaient utilisé cette carte de visa comme une arme, comme une manière d'exprimer leur mécontentement à l'égard de la politique du Maroc. Il se trouve que cette sanction sur les visas avait touché l'ensemble des pays du Maghreb, 50% de moins pour le Maroc, pour l'Algérie et 30% de moins pour la Tunisie. Récemment, l'activité consulaire française est revenue à la normale dans ces pays-là, mais ça ne veut pas dire que les deux pays, France-Maroc, ont dépassé la crise, parce que les raisons de la crise sont toujours là, à savoir cette divergence stratégique entre Paris et Rabat. Le Maroc demande à la France, allié stratégique, historique, ami intime, entre guillemets, sur le plan économique et sur d'autres plans, qu'il est temps d'adopter la position américaine, ou du moins d'adopter la position espagnole et allemande. Et le Maroc ne comprend pas que le voisin espagnol reconnaît de facto la marocanité du Sahara, les Allemands aussi, puisqu'ils estiment que seule l'option de l'autonomie est valable dans cette crise, alors que la France reste en retrait, et j'allais dire en décalage par rapport à ces pays européens. Alors justement, il a été reporté parce que dans le dialogue stratégique et politique que les deux pays, malgré la crise et malgré ce froid glacial entre les deux pays, dans le dialogue politique pour préparer cette visite, jusqu'à présent, il semble qu'on n'ait pas encore abouti à un accord et à une solution. Parce que à quoi ça sert, les Marocains semblent dire, je n'ai pas d'informations, mais à analyser la situation, le positionnement du Maroc, ils semblent dire à quoi ça sert que Emmanuel Macron effectue une visite d'État au Royaume du Maroc s'il n'est pas accompagné d'une annonce historique, stratégique, à savoir que la France reconnaît la marocanité du Sahara. Et donc, tant que les Français ne veulent pas bouger sur cette question-là, je crois que cette visite sera reportée. Il ne sera pas annulé, mais il sera reporté jusqu'à ce que le dialogue politique entre Français et Marocains, entre le Royaume du Maroc et la République française, puisse aboutir à cette entente et qui préparerait le terrain à ce tournant stratégique français. Ça, c'est une question de politique intérieure sur la retraite, évidemment. Et il affronte une grande opposition, qu'elle soit populaire, formée par les syndicats, parce qu'on a eu 4 journées nationales de protestation, et pour une fois, les syndicats unanimes, ça s'est jamais vu ces dernières années, unanimes pour refuser sa réforme de la retraite.
Sous le Parlement ou à l'intérieur du Parlement, il y a une opposition politique extrêmement forte, que ce soit de l'extrême gauche menée par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon, ou bien l'extrême droite incarnée par Marine Le Pen. Il y a une opposition parlementaire à cette réforme. Et toute la question est de savoir, est-ce que, contre toutes ces oppositions populaires dans la rue et parlementaires à l'Assemblée nationale, est-ce qu'il peut malgré tout faire passer ce projet et l'imposer aux Français? Bien sûr, institutionnellement, il peut le faire parce qu'il peut toujours avoir recours à ce qu'on appelle le 49.3. Le 49.3, c'est un article exceptionnel de la Constitution qui permet au gouvernement de faire passer un projet sans qu'il y ait discussion et sans qu'il y ait vote, mais de l'avis de beaucoup d'observateurs, dans ce contexte effervescent et brûlant politiquement, si Emmanuel Macron utilise le 49.3 pour imposer cette réforme de la retraite, cela équivaut à jeter l'huile sur le feu des contestations et donc à allumer encore plus la colère et à provoquer la colère des Français. Donc effectivement, Emmanuel Macron est dans une impasse et on ne sait pas comment il va s'en sortir. Soit il modifie et réforme en profondeur son projet, soit tout simplement, comme l'a fait Alain Juppé dans les années 95, comme l'a fait Dominique de Villepin dans les années 2000, il le retire tout simplement. Mais ça équivaut à reconnaître qu'il a subi une plate défaite de la part de l'opposition, qu'il soit syndicale ou politique. Je crois que l'Espagne est déjà sur la bonne voie de la réconciliation à partir du moment où, après plusieurs mois de tension, de rupture, de froid, aidé, il est vrai, par la pandémie de Covid-19, il y a eu la fermeture des frontières, il y a eu un éloignement entre le Maroc et l'Espagne, mais finalement, l'État espagnol a pris conscience que son intérêt stratégique est avec le Maroc. C'est pour ça Pedro Sánchez et le gouvernement espagnol ont fini par ne voir comme solution viable et crédible que celle de l'autonomie proposée par le Maroc, ce qui équivaut à dire que l'Espagne reconnaît la souveraineté du Maroc sur le Sahara. Et donc il y a depuis un dialogue stratégique qui a été lancé. Récemment, il y a eu la visite de Pedro Sánchez avec des hommes d'affaires espagnols et presque la moitié du gouvernement espagnol sont là. Sa Majesté le Roi a adressé une invitation à Pedro Sánchez de venir effectuer une visite d'État au Maroc. Donc les choses semblent bouger dans la bonne direction dans le dialogue politique entre le Maroc et l'Espagne, et les Marocains se réjouissent de cela parce que l'Espagne, ce n'est pas n'importe quel pays pour eux. D'abord, c'est leur porte vers l'Europe. En plus, l'Espagne, c'est la puissance colonisatrice du Sahara, l'ex-puissance colonisatrice. Et puis l'Espagne, c'est quand même un pays qui a son mot à dire dans les instances européennes. Il ne peut y avoir une politique européenne à l'égard du Maroc sans que l'Espagne soit d'accord et soit validée par l'Espagne. Alors oui et non. Oui, et dans la mesure où ces députés qui sont en train de mener une campagne contre le Maroc et en fixant l'attention sur un certain nombre de cas de violation de droits de l'homme ou de liberté de presse, ils peuvent participer à salir la réputation du Maroc, à polluer sa réputation à l'international. Mais sur le partenariat stratégique, structurel entre le Maroc et l'Union européenne, je ne crois pas que ça va l'impacter. À partir du moment où, comme vous le savez, en Europe, il y a ce qu'on appelle la séparation du pouvoir. Les parlementaires peuvent dire ce qu'ils veulent. La vérité du pouvoir exécutif est détenue par la Commission européenne et par le Conseil de l'Europe, qui n'a rien à voir avec le Parlement. Donc oui, sur le plan médiatique, sur le plan symbolique, il peut y avoir cette pollution d'image, mais sur la relation structurelle et stratégique entre le Maroc et l'Union européenne, je ne crois pas que cela va être impacté beaucoup. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que récemment, quand il y a eu Josep Borrell qui a visité le Maroc, et puis Ursula von der Leyen, ils ont tous souligné l'importance de ce partenariat et l'importance du rôle du Maroc dans cette relation. Donc pour cette résolution, d'abord il faut dire qu'elle n'est pas contraignante.
et qu'elle n'aura pas, et qu'il n'obligera pas les pays de l'Union européenne à la suivre ou à avoir des conséquences. D'ailleurs, la meilleure preuve, regardez ce qu'avait dit l'ambassadeur français à Rabat, et il avait tout à fait raison. Cette résolution n'engage pas la France. Elle engage un certain nombre de groupes parlementaires, mais je répète encore une fois que c'est une résolution prise par un certain nombre de parlementaires. Ça nous renseigne un petit peu sur le fait qu'un certain nombre de milieux européens, français et européens, veulent profiter de cette séquence que nous vivons en ce moment pour adresser des messages critiques à l'égard du Maroc et donc polluer son image. Moi, je dis que si le Maroc avait décidé d'ignorer cette résolution, on n'aurait pas eu cet impact médiatique, on n'aurait pas discuté de cette manière-là. Mais le choix a été fait autrement, celle de contre-attaquer. D'ailleurs, le Parlement européen, marocain avait contre-attaqué sur le plan institutionnel et médiatique. Aussi, c'est peut-être l'idée derrière, c'est de profiter aussi de cette crise pour crever l'abcès, éventuellement, par rapport à un certain nombre de pays européens auxquels le Maroc demande une clarification de leur position et une reconnaissance de la marocanité du Sahara. Donc peut-être à tout malheur quelque chose de bon de cette crise-là avec le Parlement européen pourra sortir quelque chose qui pourrait être dans l'intérêt du Maroc, dans la mesure où le Maroc demande à ses partenaires européens de clarifier leur position et de reconnaître la marocanité du Sahara. En fait, les Algériens ont vécu une autre séquence tout à fait nouvelle depuis l'arrivée de Abdelmajid Tebboune au pouvoir. Avec le président Bouteflika, troisième ou quatrième mandat, il y avait une sorte, entre guillemets, de stabilité et de contrôle de l'expression politique et diplomatique de l'Algérie. Depuis l'arrivée d'Abdelmajid Tebboune, il paraît que toute la haine qu'il a à l'égard du Maroc et un certain nombre d'autres pays s'est libérée. Et d'où on le retrouve là maintenant avec une crise avec le Maroc qui est structurelle, qui est allée jusqu'à menacer à la guerre, vers la guerre. Et puis une crise avec l'Espagne, récemment une crise avec la France, une crise avec l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe, une crise avec la Tunisie. Donc il y a en ce moment, les Algériens doivent se poser la question pourquoi ils se mettent à dos autant de pays en si peu de temps. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui les interpelle? Donc c'est une question qui est posée et à la communauté internationale de voir un régime qui a des alliances avec l'Iran et avec l'Iran des ayatollahs et la Syrie de Bachar al-Assad, donc se comporter de manière comme si c'était un État voyou, une rogue state. Et les Algériens doivent se poser la question, comment ça se fait qu'ils n'ont pas d'amis, en fait. Ce régime algérien n'a pas d'amis. Même les Russes, ils ont fini par les laisser tomber avec cette histoire de manœuvres militaires clandestines et puis qui ont été révélées par le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Donc oui, effectivement, ça pose des questions et ça pose aussi, et ça provoque des angoisses parce qu'un régime comme ça peut éventuellement envisager la politique du pire, la politique de la terre brûlée, et donc ça inquiète et ça angoisse aussi bien au niveau régional qu'au niveau européen et international. Alors, c'est une guerre c'est une guerre d'un seul côté, hein, parce que si vous voulez, le Maroc, à part quelques youtubeurs ou quelques personnalités indépendantes, le Maroc ne mène pas une guerre médiatique contre l'Algérie. Il n'y a qu'à voir et qu'à examiner les moyens officiels de l'État. Je parle de l'agence Maghreb à Presse, ou je parle de la SNRT, je parle de 2M, je parle de Midi 1, je parle des journaux officiels. On ne sent pas qu'il y a une guerre médiatique, que le Maroc mène une guerre médiatique contre l'Algérie. Par contre, dans les mêmes médias officiels de l'État algérien, l'APS, les télévisions, il y a une vraie guerre médiatique qui est menée contre le Maroc. Et ça aussi, ça interroge sur la volonté qu'il y a derrière, à savoir, est-ce qu'il n'y a pas une préparation des esprits algériens de la part du pouvoir pour éventuellement envisager une confrontation militaire avec le Maroc, soit de manière directe, ce qui est
peu probable dans le contexte actuel, soit en sous-traitant cette guerre à travers les milices du Polisario. Donc il y a une vraie inquiétude et les médias algériens officiels sont engagés de manière forte dans cette guerre médiatique contre le Maroc. Alors que le Maroc, j'ai dit, à part quelques youtubeurs et qui ont pris la décision tout seul, on peut les citer ils se comptent sur les doigts de la main. Les Marocains, les médias marocains n'ont pas cette approche guerrière et haineuse à l'égard de l'Algérie et des Algériens. Moi, je crois que, il faut les ignorer parce qu'il ne faut pas tomber dans leur piège. Quand quelqu'un vous provoque de cette manière-là, vous lui rendez un énorme service en réagissant à la manière avec laquelle il s'attendait. Donc, moi, à mon avis, il faut les ignorer et il faut continuer à la main tendue, la politique de la main tendue de réconciliation prônée par Sa Majesté le Roi est la meilleure et la plus efficace pour cette crise, parce que la géographie est éternelle, le voisinage est éternel, mais les régimes peuvent changer. L'équipe dirigeante algérienne actuelle, elle est dirigée par deux pyromanes que sont Abdelmajid Tebboune, le président, et Saïd Chengriha, qui est le patron de l'armée. Ils sont là aujourd'hui, demain, par la force des choses, par la logique des événements. Et ne seront pas là, donc il y aura une autre équipe. Donc il ne faut jamais insulter l'avenir et ne jamais tomber dans ce piège de la provocation éphémère et conjoncturelle. Le problème entre la France et le Maroc, il est lié à un seul point. Il n'y en a pas d'autre. C'est celui du Sahara. Si demain les Français bougent sur leur position, tout redeviendra normal et même redeviendra beaucoup plus imbriqué, les intérêts seront beaucoup plus imbriqués qu'avant. Donc le Maroc a posé une condition et jusqu'à présent il y a une hésitation française à adopter. À l'égard de l'Algérie, ce n'est pas le Maroc qui a provoqué la crise avec les Algériens, c'est la nature même du régime algérien. En fait, le fond de cette crise franco-algérienne, on a en apparence l'affaire de Amira Bouraoui. Ça, c'est l'apparence, ça, c'est les excuses, enfin, le prétexte officiel. Mais dans la réalité, il y a un jeu de pouvoir Paris, Alger, Moscou, qui est à l'œuvre. Les Algériens s'étaient engagés, comme auprès des Américains, à annuler les manœuvres militaires avec la Russie. Ils se sont engagés à ne pas alimenter la machine de guerre de Vladimir Poutine en Ukraine, mais dans la réalité, ils ont adopté un double discours que, une fois découvert par les Français et les Américains, ils sont très contents contre le régime algérien. D'ailleurs, les États-Unis menacent de pratiquer des sanctions contre le régime algérien pour ce double discours à l'égard de la Russie. Cette hésitation de la France est due au fait que les Français ne veulent pas gagner le Maroc et perdre les Algériens. Ils veulent, comme dit le proverbe populaire, tenir la manche par le milieu, gagner sur les deux tableaux. Sauf que cette prise de position était valable pendant les années précédentes, mais depuis le tournant américain, espagnol et allemand, elle n'est plus valable. La France se retrouve en décalage. Elle ne peut plus avoir ce luxe de tenir le manche par le milieu. Elle doit choisir. Et le choix, elle ne peut pas ne pas choisir la marocanité du Sahara, parce que s'il fait ça, ça veut dire qu'elle inscrit son action dans le chaos, l'instabilité et la guerre régionale. Mais elle ne peut pas non plus dire que la Sahara est marocain, parce que en face, il y a les Algériens qui les menacent. Il y a une expression qui a été, je crois, résumée à l'époque de François Hollande, en disant que, à l'égard de l'Algérie, la France a toujours été contrainte dans son expression politique. Contrainte, ça veut dire qu'il y a des limites, qu'elle ne peut pas faire tout ce qu'elle veut parce qu'il y a cette relation spéciale avec le régime algérien. Donc voilà, c'est maintenant à la France de dépasser ces contraintes et de sortir un petit peu de cette dépendance politique, entre guillemets, et stratégique qu'elle entretient peut-être volontairement ou involontairement avec les Algériens. Alors, regardez, officiellement, ce n'est pas ça. Officiellement, quand on pose la question aux Français, aux autorités françaises,
et aux autorités marocaines, jamais ils vous disent que la raison c'était ça. Mais ceux qui suivent l'évolution des relations entre la France et le Maroc ont constaté qu'il y avait un changement de comportement, un changement de style, un changement d'humeur de la part des Français depuis qu'il y a eu cet accord tripartite entre Américains, Israéliens et Marocains. Peut-être à tort, les Français ont senti, et derrière eux un certain nombre de pays européens, ont senti que le Maroc prenait de la liberté, variait ses alliances stratégiques et donc sortait un petit peu de leur parrainage traditionnel. D'ailleurs, c'est tellement vrai que, si vous vous rappelez, lorsque Catherine Colonna, ministre française des Affaires étrangères, était venue à Rabat et qu'elle a tenu une conférence de presse avec le ministre marocain des Affaires étrangères, Nassar Bourita, parmi les déclarations importantes que Nassar Bourita avait livrées à la presse à ce moment-là, elle avait tenu à faire passer un message aux Français et derrière eux aux Européens, que le fait que le Maroc diversifie ses alliances et signe des accords d'alliance avec d'autres puissances en dehors de l'Europe peut être bénéfique au partenariat stratégique entre le Maroc, la France et l'Europe. Donc ce n'est pas un danger, ce n'est pas une menace, c'est beaucoup plus, ça peut être un enrichissement pour ce partenariat. C'est dire à quel point que le ministre marocain Nassar Bourita, en disant cela, il répondait à des angoisses et à des questionnements et à des interrogations qui ont été formulées par ces pays européens.